Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons une vidéo consacrée à la portée du principe d'annualité budgétaire. Une vidéo réalisée par Emma Bonneau, Victor Develotte, Alice Grosset, Ophélie Leclèche et Adérazi Koumarmaki. Une vidéo réalisée au titre de l'année universitaire 2025-2026 dans le cadre de leur Master 2, Finance et fiscalité publique d'une part, Droit public général et contentieux public d'autre part, à l'Université de Lille. Mais Janine, je pensais que le budget de l'État, moi, c'était juste une grosse tirelire. Tu veux dire qu'il faut tout recommencer chaque année? Exactement, c'est ça. Le principe d'annualité, ça veut dire que le budget ne vaut que pour un an et que tous les ans, le Parlement doit le voter. Ah ok, donc c'est un peu comme un abonnement à la gestion publique. Si tu veux continuer chaque année, il faut le renouveler. Oui, mais tu te doutes que tout n'est pas si simple. Mais si c'est si compliqué, pourquoi on garde ce principe d'annualité? Eh bien, on va tout vous expliquer dans C'est pas financier, la portée du principe d'annualité. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand principe des finances publiques, le principe d'annualité budgétaire. Et pour commencer, on va voir d'où il vient ce principe et à quoi il sert. Janine, dis-moi, tu serais dispo pour un petit cours d'histoire? Bien sûr, Sabine, je vais tout expliquer. Alors, pour comprendre le principe d'annualité budgétaire, il faut remonter à la base. En finance publique, il existe 4 grands principes budgétaires qui encadrent nos lois et notre budget. Ce sont les principes d'unité, d'universalité, de spécialité et enfin d'annualité. L'unité signifie que l'on a pour le budget un seul et unique document pour assurer plus de clarté. Le principe d'universalité, c'est que toutes les recettes récoltées financent toutes les dépenses sans lien direct, c'est-à-dire sans que soit établie une relation entre certaines dépenses et certaines recettes. Enfin, le principe de spécialité, c'est que les crédits du budget doivent être utilisés uniquement pour ce qui est prévu. Et enfin, le cœur de notre sujet, c'est le principe d'annualité, c'est que le budget ne vaut que pour un an. Plus spécifiquement, le principe d'annualité suppose que l'autorisation budgétaire accordée par le Parlement le soit chaque année pour un an. Cela suppose que le budget soit adopté avant le début de l'exercice correspondant, soit au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire. Le but du principe d'annualité, c'est de permettre au Parlement de contrôler régulièrement l'action du gouvernement en matière budgétaire. En France, ce principe induit que nous sommes calqués sur une année civile. Cela veut dire que donc l'autorisation budgétaire donnée par le Parlement au gouvernement court du 1er janvier au 31 décembre. Mais dis-moi, Janine, ce principe, il date de quand? On voit naître les principes budgétaires après la Révolution française, c'est-à-dire au moment où le régime parlementaire se mettait en place. On retrouve d'ailleurs le principe d'annualité budgétaire consacré dans la Constitution de 1791. Cette dernière précisait que les contributions publiques devaient être délibérées et fixées chaque année. Les principes budgétaires ont été créés pour assurer la clarté des comptes de l'État et permettre un contrôle efficace du Parlement dans un souci démocratique et d'amélioration de la lisibilité financière. Ah oui, il existe depuis un moment le principe d'annualité alors. Et oui, mais pourtant, sous la Troisième et la Quatrième République, il arrivait souvent que le budget ne soit pas voté à temps, ce qui contrevient au principe d'annualité, qui, je te le rappelle, impose que le budget soit voté l'année précédente de l'année sur laquelle il va courir. À cette époque, pour éviter de bloquer le fonctionnement de l'État, on utilisait alors les douzièmes provisoires. Chaque mois, on reconduisait le douzième du budget de l'année précédente. Donc en fait, on contourne un petit peu le principe si on ne vote pas le budget à temps. C'est ça. À la Ve République, le Constituant a encadré la procédure d'adoption des lois de finances dans des contraintes temporelles pour éviter de ne pas avoir de budget voté au 1er janvier de l'année suivante. Il a même prévu, en cas de non-respect de ces délais, des sanctions qui garantissent ainsi la fin du recours au 12e provisoire connu sous la Troisième et la Quatrième République. Bon, et je comprends pas, ce principe, il est écrit où? Il a de nombreuses sources et fondements. D'abord, l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacre le consentement à l'impôt. Tous citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique et de consentir librement d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la durée. L'idée qui découle de cet article est que le consentement donné ne vaut que pour un an et que le Parlement l'accorde par le vote tous les ans. Aujourd'hui, le principe d'annualité figure surtout dans la Constitution de 1958, aux articles 47 pour la loi de finances et 47-1 et dans la LOLF de 2001, notamment aux articles 1, 6, 15 et 28. Et le Conseil constitutionnel, il en dit quoi?
Il y tient beaucoup. Dès 1960, il a parlé de l'annualité du contrôle parlementaire, en insistant sur le fait que l'article 47 de la Constitution s'applique dans le cadre d'une année civile. Depuis 2008, il s'appuie aussi sur l'article 34 de la Constitution pour renforcer la lecture stricte qu'il fait du principe. Mais attention, ce principe n'est pas invocable dans le cas d'une question prioritaire de constitutionnalité, dit QPC, car il n'est pas considéré comme un droit ou une liberté, mais constitue plutôt une règle de présentation du budget de l'État. D'accord, j'y vois bien plus clair. Merci Janine. Et d'ailleurs, attends Sabine, la France n'est pas isolée dans la reconnaissance de ce principe. L'Allemagne, par exemple, la consacre aussi dans sa loi fondamentale, à l'article 110. Celui-ci prévoit que le budget est établi sur une base annuelle et arrêté avant le début de l'exercice. Ce principe s'applique aussi bien au niveau fédéral, Bund, qu'au niveau des États fédérés, Länder, et repose comme en France sur l'année civile. Cependant, contrairement à la France, l'Allemagne ne dispose pas de loi organique spécifique en matière budgétaire. Les deux pays partagent toutefois la même finalité, garantir un contrôle démocratique régulier sur l'emploi des fonds publics. Le constituant a donc consacré une place importante à l'expression de la volonté populaire par le principe d'annualité budgétaire, en permettant notamment un contrôle du Parlement. Mais au vu de l'actualité, le principe d'annualité représente-t-il le moyen le plus adapté pour assurer un budget représentatif de la volonté générale? Victor, aide-moi à trouver une réponse. En effet, la question qui se pose maintenant est double. Est-ce que le principe d'annualité budgétaire est nécessaire pour exprimer la volonté générale, et si la démocratie doit toujours primer face à des situations chaotiques pour le vote du budget? Pour bien répondre à cette question, il faut déjà savoir ce qu'est la démocratie. Le mot démocratie vient des mots latins demos et kratos, qui signifie le pouvoir du peuple. La démocratie, c'est alors un régime dans lequel c'est le peuple qui détermine ses propres règles de droit. En France, ce pouvoir est principalement exercé par le biais de la représentation. Le peuple élit ses représentants qui auront pour mission de voter des normes et de défendre les intérêts de leurs électeurs. Mais alors, en quoi le principe d'annualité est un garant de la démocratie? Eh bien, comme il a été dit précédemment, le principe d'annualité budgétaire suppose que le Parlement vote, donc accepte le budget proposé par le gouvernement chaque année. Or, ce sont les citoyens qui élisent les parlementaires. Donc, chaque année, les parlementaires, élus par le peuple, votent chaque année le budget de l'État. On retrouve alors le principe du consentement à l'impôt, comme l'a dit Sabine. Donc on peut dire que le principe d'annualité est un élément sine qua non pour exercer la démocratie? À première vue, oui. Le principe d'annualité est un élément incontournable de l'expression de la volonté générale. Mais on verra par la suite que d'autres alternatives sont possibles. En France, le constituant et les parlementaires ont mis un point d'honneur sur le principe d'annualité, tellement que des mécanismes stricts ont été mis en place en cas de retard du gouvernement ou du Parlement afin de garantir le principe démocratique. En effet, l'article 47 de la Constitution prévoit en premier lieu que si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 70 jours à la suite du dépôt du projet de loi de finances, le gouvernement peut déterminer le budget de l'État par voie d'ordonnance. Cependant, quand c'est le gouvernement qui est fautif, ce dernier possède encore deux moyens de voter la loi de finances. Il peut demander un vote séparé de la première partie de la loi de finances par l'Assemblée nationale avant le 11 décembre. Il peut aussi demander la perception des impôts existants avant le 19 décembre devant l'Assemblée nationale. Ces lois spéciales constituent une première entorse au principe d'annualité. Mais elles restent assez faibles, car la première partie de la loi de finances doit toujours être votée avant le 31 décembre de l'année N. Mais du coup, il se passe quoi quand le principe d'annualité est largement atténué? Eh bien, le principe démocratique est fortement impacté. Le cas de l'Argentine conforte d'ailleurs l'idée que la démocratie reste assez tributaire du principe d'annualité. En effet, même si la Constitution argentine prévoit aussi le principe d'annualité, ces entorses sont aussi très présentes. Regardons par exemple la loi 24-156, dit Loi d'administration financière et des systèmes de contrôle du secteur public national, par exemple. C'est en quelque sorte l'équivalent de la loi organique de la loi de finances en France, à la différence qu'il s'agit ici d'une simple loi ordinaire qui peut donc être abrogée à tout moment par le Parlement. Le principe d'annualité est bien prévu à l'article 26, mais l'article 27 vient tout de suite poser une limite majeure à l'annualité. Si le gouvernement ne trouve pas d'accord avec le Parlement, il peut reconduire le même budget pour l'année suivante sans avoir besoin de voir ce budget ratifié par les députés. Pas cool pour la représentation nationale. Cette situation n'est d'ailleurs pas seulement hypothétique et s'est déjà concrétisée 2 fois. En effet, Javier Milei, président de l'Argentine depuis 2023, a fait exprès de faire échouer les discussions avec les députés argentins pour reconduire le même budget. De ce fait, le budget de 2025 est le même que celui de 2024 et de 2023. Cet assouplissement se retrouve aussi en Espagne, notamment à l'article 134 de la Constitution.
Tout comme le cas argentin, s'il n'y a pas d'approbation sur le budget avant l'année de son exercice, le budget de l'année en cours est automatiquement reconduit, jusqu'à ce qu'un budget soit voté. Cependant, il reste possible de garantir les principes démocratiques, même lorsque le principe d'annualité n'est pas respecté. Pour ça, revenons en France. L'exemple le plus parlant reste la loi de finances rectificative. Au cours de l'année, si le gouvernement constate que des crédits alloués pour tel ou tel programme ne sont pas suffisants, par exemple, il demande au Parlement de voter une loi modifiant la loi de finances actuelle. Ainsi, le principe d'annualité se trouve impacté, mais pas le pouvoir démocratique. Il est aussi possible de citer les lois de finances spéciales que nous avons vues plus tôt. Mais Victor, l'obligation de faire voter le budget par le Parlement n'est-elle pas parfois dangereuse pour la stabilité du budget? Très bonne question, Janine. Il arrive souvent que des événements exogènes ou endogènes viennent perturber les politiques publiques, les empêchant de trouver un budget dans les temps. Par exemple, il peut y avoir les élections, des crises ou des guerres. Ainsi, imposer le vote du Parlement, que ce soit pour le budget annuel ou pour modifier le budget existant, peut créer un grave retard et ainsi engendrer des crises économiques et sociales importantes. De nombreux auteurs félicitent d'ailleurs l'existence d'outils financiers qui permettent à l'État d'agir vite et efficacement face à des troubles, même si ces outils passent outre l'exigence démocratique. C'est par exemple le cas du juriste Simon Louette qui, dans un de ses articles, parle de la gestion de la crise du Covid-19 et de la guerre en Ukraine en 2022. L'auteur affirme que, grâce au décret d'avance par exemple, la France a pu pallier des trous budgétaires sans passer par le Parlement et donc aller plus vite. En effet, pour rappel, le décret d'avance consiste pour le gouvernement à ouvrir en urgence des crédits supplémentaires en cas d'imprévu sans affecter l'équilibre de la loi de finances et sans dépasser 1% du budget total. Il ne nécessite pas le vote du Parlement, mais le Conseil d'État et la Commission des finances doivent quand même être informés. De même, si nous revenons à l'article 47 de la Constitution, si le Parlement ne se prononce pas sur le projet de loi de finances au-delà d'un délai de 70 jours, le gouvernement prend alors la loi de finances par ordonnance, passant ainsi outre le vote des parlementaires. Mais pour la bonne cause. Ainsi, nous avons vu que le principe d'annualité peut en théorie constituer un obstacle pour le bon exercice du budget de l'État. Mais ces risques ne sont pas purement hypothétiques. Beaucoup d'entre elles se sont déjà concrétisées lors du vote du budget. Ah oui, c'est vrai, on a justement pu observer ces risques récemment dans l'actualité. On a pu voir que le vote de la loi de finances avait été empêché. Quelqu'un peut m'en dire plus? Moi, Janine, tu vas tout comprendre, allez, suis-moi. Trop rigide pour être vrai. C'est un peu ce qu'on pourrait penser du principe d'annualité budgétaire. Ce principe, c'est l'idée que le budget de l'État est voté et exécuté chaque année. En théorie, c'est la garantie d'un contrôle démocratique, régulier. En pratique, ce n'est plus si simple. Dans cette séquence, il est question de comprendre pourquoi ce principe, aussi solide qu'ancien, semble parfois trop rigide pour notre monde politique et économique moderne. André Philippe disait d'ailleurs, il est clair que le mode actuel de présentation du budget et son vote annuel ne correspondent absolument plus aux réalités économiques de notre époque. L'année civile peut être une réalité administrative, ce n'est plus une réalité économique. Tout d'abord, rappelons ce que ce principe incarne. L'annualité découle directement du principe de consentement à l'impôt, hérité de la Révolution française. Chaque année, le Parlement autorise le gouvernement à lever l'impôt et à dépenser. C'est donc un principe de démocratie budgétaire, comme l'a expliqué Victor. Mais dit comme ça a l'air simple de respecter le principe d'annualité et le respect du principe démocratique. Et ce n'est pas un simple usage, ce principe démocratique est ancré dans la Constitution, à l'article 34 et 47. Dès lors, c'est un principe juridiquement fort qui organise tout le calendrier budgétaire français. D'ailleurs, il est très difficile à réformer. Toucher à l'annualité, c'est toucher à l'équilibre des pouvoirs entre le Parlement et le gouvernement. Mais du coup, Sabine, c'est quoi le problème avec le principe d'annualité finalement? Eh bien, c'est que cette mécanique théorique montre vite ses limites dans la pratique. Le principe d'annualité, censé garantir le contrôle démocratique du budget, devient aujourd'hui trop rigide face à la complexité politique et économique actuelle. Prenons un exemple concret. Le projet de loi de finances pour 2025. Il a été construit dans un contexte de forte incertitude politique due à la dissolution de l'Assemblée nationale intervenue en juin 2024. Le PLF 2025 a été présenté en Conseil des ministres et déposé à l'Assemblée nationale le 10 octobre 2024, conformément au calendrier légal. S'en est suivi une première lecture à l'Assemblée, puis au Sénat entre octobre et novembre 2024, marquée par des débats très vifs et de nombreux amendements. Mais en décembre, tout s'est grippé politiquement. Le 4 décembre 2024, à la suite de l'utilisation du 49 alinéa 3 de la Constitution sur le budget de la sécurité sociale et de l'adoption d'une motion de censure, le gouvernement a été contraint à la démission. Le Premier ministre a remis sa démission au président de la République, provoquant une crise politique majeure et un blocage parlementaire. Résultat, impossible d'adopter le budget à temps.
Mais du coup, ils ont mis en place une loi de finances spéciale, comme l'évoquait Victor? C'est ça, Fred. Pour éviter une paralysie complète, une loi spéciale a été adoptée. Elle a permis de garantir le fonctionnement de l'État et le versement des dotations aux collectivités, en attendant le vote du véritable projet de loi de finances. Cette loi autorisait les prélèvements nécessaires et empêchait un shutdown administratif à la française. Cet épisode montre à quel point le cadre strict de l'annualité peut devenir inadapté lorsqu'il se heurte à des crises politiques imprévues. Le principe d'un budget annuel voté sereinement devient alors une fiction. La rigidité de l'annualité ne résiste plus aux aléas politiques et ce n'est pas tout. Certains suggèrent même la suppression du principe, estimant que son intérêt est aujourd'hui altéré et qu'il perd tout son sens. En effet, le principe d'annualité suppose que le Parlement vote chaque année librement les recettes et les dépenses de l'État, sans être lié par le passé. Mais dans les faits, ce n'est plus tout à fait vrai. Ainsi, les programmes de stabilité européens qui fixent des prévisions pluriannuelles sur 3 à 5 ans et la surveillance budgétaire de l'Union européenne, les États s'engagent au-delà d'une seule année sur des objectifs de déficit, de dette et de dépenses. En somme, le Parlement continue à voter un budget chaque année, mais dans un cadre déjà décidé plusieurs années à l'avance. On peut alors se demander si le principe d'annualité est encore un outil démocratique de décision ou s'il est devenu une simple formalité administrative. Ah, mais il se fait vieux jeu ce principe! Est-ce qu'un autre pays a mis en place des outils équivalents pour pallier à ces problèmes? Si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, on voit que cette rigidité peut avoir des conséquences extrêmes. Aux États-Unis, le budget fédéral est aussi soumis à un principe d'annualité strict. Chaque année, le Congrès doit adopter une loi de finances. Mais quand il n'y parvient pas, c'est le shutdown. Pour expliquer cela simplement, lorsque le Parlement ne se met pas d'accord sur le budget de nombreux services administratifs s'arrêtent ou tournent au ralenti. Seuls les services vraiment indispensables, la sécurité, les hôpitaux, l'armée, continuent en général avec un personnel limité, parfois même sans recevoir leur salaire tout de suite. Les autres fonctionnaires sont mis en congé, forcés jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé sur le budget. Ce blocage est appelé shutdown car l'État n'a plus le droit de dépenser l'argent dont il aurait besoin pour fonctionner normalement. Cela signifie que l'administration fédérale ferme, que les fonctionnaires ne sont plus payés, que les services publics s'arrêtent. En témoigne l'actualité 2025 où le dernier a duré 43 jours, du 1er octobre au 12 novembre, le plus long de l'histoire. Ce cas illustre bien la tension entre principe démocratique et efficacité budgétaire. Plus on veut contrôler chaque année, plus on prend le risque du blocage. Finalement, notre bon vieux principe d'annualité reste un symbole fort de démocratie, mais son application stricte est aujourd'hui plus théorique que réelle. Entre crise, changement politique et contraintes économiques, il a fallu le faire évoluer sans le trahir, le rendre plus souple sans renoncer à sa logique de contrôle. En somme, le principe d'annualité, c'est un peu comme une vieille règle de jeu. Elle reste sur la boîte, mais à l'intérieur, les joueurs ont appris à la contourner. Mais alors, si les États-Unis opèrent une application stricte du principe d'annualité, pourquoi est-ce que nous, la France, on consacre autant d'exceptions à un principe pourtant aussi fondamental? Fred, t'en es arrivé où là? Tu peux nous éclairer un peu? Attends, Jamy, je viens de rencontrer Stéphanie Damaret, professeure spécialisée en droit public financier. Et devine ce qu'elle vient de me dire. Il existe des exceptions au principe d'annualité budgétaire. Ça veut dire qu'on peut le contourner. Allez, viens avec moi, je vais t'expliquer. Il y a plusieurs types d'exceptions portées à ce principe. Certaines vont consacrer des modifications durant l'exercice, d'autres vont amener à dépasser le cadre annuel. Et enfin, d'autres exceptions tendent à instaurer une pluriannualité. Les explications de ces exceptions diffèrent. Tout d'abord, l'impératif de continuité du fonctionnement de l'État. Le principe d'annualité, nous l'avons vu, prévoit une règle d'antériorité. Mais si le contexte politique empêche l'adoption de la loi de finances avant la fin de l'exercice précédent, des aménagements ont été prévus afin que l'État continue de fonctionner. Notamment, dans ce cas, une loi de finances spéciale peut être adoptée, comme nous l'a expliqué Victor, en attendant l'adoption de la loi de finances pour l'année, qui interviendra donc après le début de l'exercice. Ce fut notamment le cas pour la loi de finances pour 1980 et pour 2025, comme nous l'a rappelé Sabine. Mais aussi, de nombreux aménagements se justifient par l'apport de souplesse au fonctionnement de l'État. En effet, on prévoit que des lois de finances rectificatives puissent être adoptées durant l'exercice budgétaire. Elle vient permettre de faire face à un changement de conjoncture économique ou à un changement politique durant les années où les élections présidentielles et législatives interviennent, par exemple. Ce fut notamment le cas lors de la crise sanitaire du Covid-19. Les lois de finances de fin de gestion interviennent, elles, en fin d'exercice pour apporter des ajustements, mais elles ne peuvent pas contenir des dispositions de nature fiscale. Ces aménagements du principe d'annualité restent compréhensibles et consacrent toujours le consentement de l'impôt du Parlement, puisque ce sont des lois qui nécessitent donc un passage par le vote du Parlement. Oui, mais ces exceptions, elles sont votées par le Parlement, c'est ça?
Alors c'est pas si grave si on ne respecte pas le principe, non? Oui, mais tu vas le voir, il y a d'autres aménagements qui sont, eux, plus discutables, notamment car ils ne requièrent pas ce vote de la représentation nationale. C'est le cas notamment des décrets d'avance qui permettent au gouvernement, par la voie réglementaire, d'ouvrir de nouveaux crédits en cas d'urgence. Ils ont notamment été utiles lors de la crise sanitaire de 2020, mais également lors de la crise énergétique en 2022. Mais la Cour des comptes alerte sur l'utilisation de ces décrets qui camouflent parfois une sous-budgétisation initiale. C'est-à-dire que le gouvernement, afin de pouvoir présenter un budget qui soit à l'équilibre, va sous-estimer volontairement les dépenses de l'exercice, puis en cours d'année, va ouvrir les crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses non prévues au budget initial. Cette utilisation détournée des décrets d'avance fausse le consentement à l'impôt qui a été délivré par le Parlement. Autre exception qui se passe du vote du Parlement, ce sont les reports de crédit. L'application du principe d'annualité implique que les crédits non consommés à la fin de l'exercice sont annulés. Mais la pratique a permis d'observer que cette conséquence du principe d'annualité conduisait à des gaspillages excessifs. Les gestionnaires, sachant que leurs crédits allaient être annulés s'ils n'étaient pas utilisés, préféraient les épuiser, quitte à ce que ce soit par des dépenses inutiles. La technique des reports de crédit permet alors de reporter sur l'exercice suivant les crédits qui n'ont pas été consommés, mais dans une limite maximum de 3% des crédits initialement ouverts. On a pu parfois observer des excès concernant cette pratique, comme en 2022 où 18 milliards d'euros ont été reportés, alors même que ces crédits pourraient être réouverts par la loi de finances de l'exercice suivant, permettant ainsi de s'assurer du consentement de la représentation nationale. Donc si on laisse autant d'exceptions au principe de se développer, pourquoi on n'envisage pas complètement de basculer dans une logique de pluriannualité? On va le voir, les exceptions au principe viennent brouiller les frontières de l'annualité budgétaire, mais ils laissent seulement une place étroite à la pluriannualité. Exigence tirée du droit de l'Union européenne. La révision constitutionnelle de 2008 est venue insérer une nouvelle catégorie de lois. Ce sont les lois de programmation des finances publiques, qui permettent l'introduction de la pluriannualité budgétaire en France. Ces lois planifient sur une période d'au moins 3 ans les recettes et les dépenses. Pour autant, on ne peut pas dire que ces lois soient véritablement contraignantes. C'est pourquoi le principe d'annualité demeure toujours en France. Mais finalement, est-ce qu'il existe véritablement des pays qui consacrent 100% de la pluriannualité budgétaire? Tout à fait, ça existe. La Suède, par exemple, après sa sortie de la crise financière en 1997, a été instauré un nouveau cadre budgétaire qui repose sur 3 piliers, afin de se prémunir contre une nouvelle crise. Parmi les 3 piliers, on trouve la procédure d'up and down qui prévoit une évaluation des dépenses et des recettes sur une base triennale glissante qui est examinée chaque année. En pratique, cela signifie que l'année N respecte le plafond qui a été fixé durant l'année N-3. En 2016, la Suède était le seul pays de l'Union européenne à avoir toujours respecté les critères du pacte de stabilité et de croissance européen. Si la crise sanitaire de 2020 est passée par là, la Suède reste une des économies les moins touchées de l'Union européenne. La pluriannualité permet de ne pas remettre en cause tous les ans les choix les plus importants et ça conduit pour les gestionnaires publics à une meilleure visibilité et cela les incite à avoir une gestion plus rationnelle. Si c'est une aussi belle réussite en Suède, pourquoi on n'instaure pas la même logique en France? Il faut souligner que la réussite suédoise n'est pas transposable telle qu'elle dans un autre pays. En effet, tout d'abord, les règles de pluriannualité font l'objet d'un consensus politique en Suède qui leur ont permis de résister à des changements de majorité politique. Ce consensus est directement lié au traumatisme de la crise économique des années 1990. Par ailleurs, la mise en place d'une telle pluriannualité nécessite des préalables techniques. Notamment en Suède, il existe une réserve du ministère des Finances en cas de dépassement des prévisions. Également, les conditions macroéconomiques qui ont un impact sur la dépense font l'objet de simulations qui sont très fréquentes. En outre, il ne faut pas négliger le fait que la Suède, contrairement à la France, gère sa masse salariale de façon déconcentrée, en suivant le modèle du secteur privé. Attends, Fred, je comprends pas. Avec tout ce que tu me racontes, il doit y avoir des conséquences du fait que le principe d'annualité n'est pas vraiment respecté. Alors ça, je sais pas. Tu devrais demander à notre expert en droit constitutionnel. Maki. Allô, Maki? Le juge constitutionnel, dis-moi, il en pense quoi de tous ces aménagements au principe d'annualité budgétaire? Alors, bonjour Janine. Nous allons reprendre les bases. Pour rappel, pour respecter ce principe d'annualité, la Constitution française prévoit en son article 47 le délai au terme duquel le Parlement doit avoir adopté la loi des finances. Ce délai est fixé à 70 jours, mais par contre, quand on voit au Sénégal, ce délai, il est à 60 jours.
Et par exemple, au niveau du Sénégal, si le Parlement n'a pas adopté le texte à l'issue de ces délais, alors le gouvernement peut le faire adopter, mais par la voie du décret. Et en France, c'est la voie d'ordonnance qui était prévue, mais que cette voie n'a jamais été utilisée jusqu'alors. Et certains, comme Ibrahima, soutiennent l'idée que, en fait, ce mode d'adoption, c'est-à-dire en contournant le Parlement, que ce soit par l'ordonnance ou par le décret, cela constitue bien sûr une forte sanction à l'égard du Parlement. D'accord. Et le Conseil constitutionnel, il est d'accord avec ça? Tu vas voir, Janine, c'est assez simple. En ce qui concerne le délai prévu à l'article 47 de la Constitution, les sages de la Montpensier affirment que ces délais, je les cite, ont pour objet de permettre qu'interviennent en temps utile et plus spécifiquement avant le début d'un exercice les mesures d'ordre financier nécessaires pour exercer la continuité de la vie nationale. Ainsi, pour éviter l'absence d'une loi de finances avant le début de l'exercice, le Conseil constitutionnel avait, dès 1979, utilisé les principes de continuité de la vie nationale pour faire peser sur le Parlement et le gouvernement une obligation de moyens. Ce qui fait que le Conseil se montre indulgent à l'égard des retards pris par le gouvernement dans la transmission d'informations dues au Parlement. À titre d'exemple, pour valider le retard pris en 1982, le Conseil constitutionnel a décidé de se départir de la lettre du texte, c'est-à-dire de l'obligation de dépôt avant le premier mardi d'octobre, et d'avoir une interprétation conséquentialiste en soumettant le retard au test de l'information due au Parlement. La même chose s'est produite en 2025. La loi des finances a été votée en février au lieu de décembre, mais le Conseil constitutionnel avait estimé que les circonstances exceptionnelles, comme la dissolution de l'Assemblée nationale, justifiaient ce retard. Aujourd'hui, le principe d'annualité est surtout un outil pour éviter le chaos, mais sa méconnaissance n'est presque jamais sanctionnée. Certains disent que même le Conseil constitutionnel aurait une conception finaliste de ce délai, c'est-à-dire que l'important, c'est que le budget soit voté, peu importe le délai. Et pour 2026 alors, le gouvernement a déjà pris du retard. Va-t-on vers une nouvelle loi de finances votée en catastrophe? Normalement, le projet de loi de finances doit être déposé le premier mardi d'octobre, soit le 7 octobre 2025. Mais cette année, rien ne s'est passé comme prévu. Après la formation du gouvernement Lecornu II, le 12 octobre, le texte n'a été examiné en Conseil de ministres que 2 jours plus tard, soit le 14 octobre, avant d'être enfin déposé à l'Assemblée nationale. Un retard qui inquiète les experts car il repousse tous les délais constitutionnels. Avec ce retard, le calendrier devient très serré. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale a établi son calcul. En tout cas, pour voter la première lecture, soit dans un délai de 45 jours, cela expirera le 23 novembre 2025. Et en termes de délai de 70 jours, il expirera le 23 décembre 2025. Techniquement, si les débats ne traînent pas trop, une loi de finances pourrait être votée avant le 1er janvier 2026. Et si par malheur il y a de retard, normalement, le principe d'annualité budgétaire impose qu'une loi de finances soit adoptée avant le 1er janvier. Mais compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, même en cas de dépassement de ce délai, le risque de sanction nous paraît assez faible. Eh bien, on y voit bien plus clair maintenant. Je vous l'avais dit, c'est assez simple au final. Alors, retenez bien ceci, le principe d'annualité, c'est comme une deadline pour l'État. Si elle n'est pas respectée, bien entendu, il y a des solutions qui sont toujours prévues par les textes. Mais il est quand même préférable de voter la loi de finances à temps, si bien que le Conseil constitutionnel a tendance à se montrer très indulgent. Alors, pour 2026, on croise le doigt pour que la loi des finances intervienne à temps, sinon on sort l'ordonnance. Et voilà, j'espère que cet épisode de C'est pas financier vous a éclairé sur la portée du principe d'annualité. En tout cas, moi, c'est sûr, j'y vois bien plus clair. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de C'est pas financier!